il s'impose. L'écriture arabe prend la place de l'écriture cunéiforme, mais la langue reste persan, origine pahlavi, indo-européen. Les historiens racontent 2 siècles de silence du point de vue de la création. Et ensuite, à partir du Xe siècle, les Perses trouvent leur place, d'une part dans l'administration de Khalifa de Bagdad, capitale d'islam, et d'autre part dans le mouvement culturel et scientifique, surtout le mysticisme, l'ésotérisme et la poésie. Dans l'Iran de l'époque, la manifestation de corps étant interdite par l'islam. Il est très important l'attention sur ce point. Pour rayer la totalité des traces des idoles adorées avant l'islam en péninsule Arabie. Alors l'art, la littérature se manifestent autour de l'architecture, la poésie et la calligraphie. Les traces de ces croisements sont nombreux. Dans la poésie, comme Livre de roi de Ferdowsi, Poésie de Khayyam, les histoires de poésie de Nezami, vous connaissez les 5 grandes histoires qu'il a écrites, Khamse de Nezami, et des langues des oiseaux d'Atta. Dans la philosophie et l'ésotérisme, la présence d'un 3e monde qui est ni le monde de la sensation, ni le monde de la rationalité, comme Henri Corman le nomme, un mundus imaginalis, avec les grands penseurs comme Sohrawardi et Avicenne. Vous voyez quand même, ce peinture du XVe siècle de Shiraz montre quand même que l'image de ce mundus imaginalis. Les Iraniens, avant l'islam, pensaient qu'il existe 7 planètes, 7 keshvar, 7 lieux, l'Iran est au milieu et 6 autres autour. Il avait au-delà de 7 planètes, il avait 8e qui s'appelait 8e Qarre Hashtum, un endroit qui existe mais on ne peut pas aller. Ça veut dire, la différence avec le monothéisme, c'est que dans la culture monothéisme, il y a un temps qui commence, qui s'arrête, ça veut dire d'autres mondes, et ce monde, dans la culture perse, il avait 3 mondes, ce monde, d'autres mondes, il y a un 3e endroit qui s'appelle Mundus Imaginalis, qui existe, et il y avait pas mal de héros de mythologie qui existaient dans ce monde. Et rapidement, alors dans l'architecture également, avec la transformation de Chaharshough, vous voyez quand même ici, comment de la base d'un carré, on peut aller vers faire déjà ces grands-pères des dômes, c'est Chaharshough, vers le dôme, qui devient rapidement le modèle de certains monuments religieux en islam, même en Italie. La totalité des dômes que vous voyez, c'était basé sur cette invention de Chaharshough avant l'islam. Et la calligraphie qui se démarque de la calligraphie arabe, allant vers plus de courbes raffinées, l'utilisation de la calligraphie dans les décors par la faïence. Mais avant d'aller plus loin et d'écrire ce mouvement calligraphique, commençons notre 2e voyage. Entre signes et symboles. Des signes peuvent vivre individuellement, séparément, sans support particulier, sans aucun lien entre eux, dans différentes époques et au sein de cultures variées. Mais les signifiants et les symboles vivent entre eux. Ils sont sujets d'échange. Chaque symbole a un passé. Il est le produit d'autres symboles et à son tour en génère de nouveaux. Les alphabets, les caractères du langage, ou musical, ou mathématique, constituent un ensemble enchaîné qui agrandit l'environnement de notre monde et de notre culture, de notre connaissance et de notre savoir. Le blanc, le vide, son non-signe entre les signes est une chaîne aussi. L'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui. Si son développement a été tel, c'est bien grâce à la formidable avancée permise par l'apparition de l'écriture. Elle est en quelque sorte la forme matérielle du langage. Des symboliques graphiques, l'écriture, qui est forme graphique, ça veut dire écriture a symbolisé déjà la parole et la calligraphie stylise cette symbolisation qui est déjà une fois symbolisée. Elle est en quelque sorte la forme matérielle du langage, des symboles graphiques, l'écriture. Très tôt, l'humain a su développer son propre langage pour se coordonner, s'affirmer par rapport à l'autrui. Mais à l'usage simple de la parole s'est avéré insuffisant au fur et à mesure que les techniques évaluaient. Déjà, les hommes préhistoriques, par exemple, ont ressenti le besoin de dessiner ce qui les entourait.
Ainsi, à travers les flux humains et marchands, les méthodes d'écriture s'influencèrent et évoluèrent lentement. Mais c'est bien plus tard que l'écriture est née, en effet, avec le début de l'agriculture et sédentarisation. Ce tableau, alors ça, je vais simplement essayer d'entrer dans vos yeux les images des architectures et de Perse, d'Iran, pour que vous voyez, vous sentez quand même, avant d'aller vers les cours de calligraphie, vous mettez vos yeux dans ces beautés. Ici, dans ce tableau, vous voyez quand même que nous avons des signes primitifs qui produisent 4 familles. Les familles chinois anciens, famille maya, je vais dire 2 mots sur ça, et hiéroglyphes d'Égyptiens et sumériens, ça veut dire ce qu'uniforme. Alors vous constatez quand même ici que de co-uniforme vient jusqu'à Vieux-Perse, dans le parais de, si vous voulez, co-uniforme, et d'autre côté, dans famille hiéroglyphes, il passe par cananien et phénicien, et finalement, il passe par une partie araméenne, que partie arabe vient de ces parties araméennes, et le perse aujourd'hui est écrit par, au début, calligraphie arabe, ça veut dire koufi, et après, petit à petit, on a développé ce koufi, aller vers Nasr et Nastali. Mais je reviens simplement sur, vous voyez quand même, comme on a dit, les dessins primitifs, quand vous avez vu un tableau à l'extérieur que je travaillais à la base de ces ensembles de dessins qu'on a trouvés, il y a 80 000 quand même champs de dessins de primitifs qu'on a trouvé dans ce monde. Et sur ces 80 000, j'ai essayé de réaliser mon tableau qui est à l'extérieur, de montrer quand même que l'origine du langage, une manière et l'autre, c'est dans la stylisation de ce message. Vous voyez quand même écriture hiéroglyphe, qui est un mélange de 3 choses. Il y a un mélange à la fois des signes, comme un oiseau, c'est un oiseau, à la fois phonétique et à la fois des symboles. Vous constatez par exemple pour mettre éléphant, c'était dessin d'éléphant, pour l'oreille, c'est l'oreille, mais pour le vent, vous voyez quand même, en mettant le voile. Alors, les écritures, vous voyez quand même de ça, c'est très rapidement, on va vers écriture de hiérarchique, parce que c'est une écriture assez religieuse dans l'Égypte, ils avaient besoin d'écrire rapidement. Après, ils vont vers démotique, ça veut dire, ça vulgarise l'écriture, et vont plus loin, et finalement, c'est l'écriture qu'on va vers araméen, qui est quand même le père fondateur d'ensemble des écritures aujourd'hui, hors famille mayenne et hors famille chinoise. Alors vous voyez comment les choses changent, le soleil comment petit à petit va vers présentation dans coïnographe. Et ici je passe rapidement, vous voyez quand même comment à partir de proto-sinatique, on va vers phénicien et araméen. Ici c'est très intéressant, comment avec la tête d'un bœuf, petit à petit, on va vers même Aleph qui est en bas de... ici, c'est Nasr, écrit en Nasr, ça veut dire ce côté-là, en bas. Ici également, vous voyez quand même comment, avec les dents, on arrive finalement vers ce qui c'est chez, en côté, de votre côté, c'est votre droite, comment on arrive vers chez, qui est dans Nasr, ça veut dire avant calligraphie Nastali de persan. Alors, les familles, vous voyez quand même de Mésopotamiens et Égypte, comment on arrive, vous avez à la fois Vieux-Perse, à la fois Perse qui est en bas, 2 fois sur les mêmes alignés. Alors, je voudrais quand même vous parler de cette histoire de comptabilité dans langue mayenne, écriture mayenne, utiliser ce nœud pour avoir